Alors bonjour tout le monde. En cette belle journée nationale des chargés de cours, on va vous faire un petit entretien à propos des conditions de succès de l'enseignement à distance. Je m'appelle Mathieu Santerre, délégué sciences politiques puis membre du comité InfoMob. Je vais avoir un entretien avec Guy Dorval ici présent, qui a une longue feuille de route, chargé d'enseignement en géographie puis responsable de l'enseignement à distance de son côté. Alors pour casser la glace, mon cher Guy, est-ce qu'on peut dire que l'enseignement universitaire à distance, c'est quelque chose qui est né avec la pandémie? Non, on ne peut pas vraiment dire que c'est né avec la pandémie. C'est peut-être devenu un peu pandémique avec la pandémie. Mais non, l'enseignement à distance à l'Université Laval, ça date des années 1985, à peu près le premier cours. Moi, mon expérience, j'ai débuté comme assistant de cours pour transformer un cours qui était en présence dans un cours qui était à distance, mais télévisé à l'époque. Ça, c'était en 1988, mon premier contrat pour une diffusion en 1990. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours fait de l'enseignement à distance. Au début des années 2000, on a transféré tranquillement vers le numérique. Puis finalement, avec les nouvelles plateformes, etc., puis le développement de l'enseignement à distance dans tout le campus, dans ma faculté pour au département, bien, j'aide comme un peu, j'étais un peu un genre de support là, pour l'enseignement à distance là, au département, puis à la faculté. On parle pas juste de formation continue, là. Non, c'est vraiment de la... Moi, je parle pas de non, vraiment pas de formation continue, c'est vraiment de la formation qu'on appelle créditée, là. Il y a quelques cours, chez nous, on n'en a pas vraiment, mais il y a quelques cours de moins de 3 crédits. Chez nous, c'est des cours de 3 crédits là, qui s'insèrent dans le cursus universitaire standard à l'intérieur d'un programme. On a même des programmes complets, surtout des certificats, il y a maintenant des micro-programmes. La nouvelle donnée, là, si on peut pas donner, mais forme un peu de... C'est des nano-programmes, donc c'est vraiment là, très très court, c'est vraiment très précis. Mais non, c'est vraiment moi, mon expérience, c'est vraiment là, dans le cursus universitaire standard, je dirais. C'est bon, excellent. Puis au fil du temps, j'imagine qu'il y a certaines conditions de succès qui se sont démarquées. Oui, oui. Au début, c'était des cours télévisés, comme je viens de dire. Et puis ces cours télévisés-là, bien, quand on voulait faire une reprise, je vais te donner un exemple. Nous, on a tourné surtout en 1989. À l'automne 89, le mur de Berlin s'effondre. On commençait les diffusions en janvier. Bien, il fallait déjà retourner en studio. Maintenant, on n'a plus ces contraintes-là. On a des contraintes là, avec l'informatique, l'Internet, c'est beaucoup plus malléable. Mais les contraintes, je dirais, principales, c'est surtout au point de vue des ressources. Ressources de temps, ça prend du temps de monter un cours à distance. Des ressources aussi humaines, on a besoin d'aide. D'aide par des technopédagogues, des techniciens pour faire, par exemple, moi en géographie, on fait faire des cartes, des illustrations, mais aussi de l'aide financière, ça coûte de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, etc. Donc, ça, c'est vraiment des contraintes qu'on a au point de vue de l'enseignement à distance. Aussi, les activités pédagogiques ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en classe. Il faut les transformer. Des fois, c'est facile à transformer. Par exemple, des laboratoires, ça se transforme à distance, mais ça se complexifie. Donc, il y a plusieurs choses comme ça là, qui sont un peu différentes par rapport là, à un cours en présentiel, je dirais. Là. Ça prend davantage de structure, si je comprends bien. Oui, ça, c'est un excellent point, Mathieu. Ça prend de la structure. En fait, quand on monte un cours à distance, il faut vraiment être structuré. Et moi, ça m'a permis, dans mes cours que j'ai pris en présentiel, puis les transformer dans des cours à distance, de mieux les structurer. Et surtout, les fonctions. Dans le plan de cours, chacune des séances est très bien structurée. On ne peut pas improviser. C'est souvent, comme moi, j'ai des cours autoportants. Donc, ils sont un peu, je dirais, là, préparés d'avance. Donc, la structure du cours, les objectifs, il faut qu'ils soient clairs. Puis pas juste pour le cours, pour l'ensemble. Moi, chacune de mes séances, de ce que j'appelle des modules, j'ai vraiment des objectifs très précis. Et aussi les directives. En classe, on va se répéter souvent. On fait la même chose dans un cours à distance, mais encore plus. Donc, par exemple, pour les évaluations, les directives doivent être très claires. Où est-ce qu'ils sont aussi, ces évaluations-là? Et puis, ils sont répétés souvent. Donc, on n'hésite pas d'être redondant dans la plateforme pour être certain, parce que les étudiants, des fois, ils font comme nous, des fois, ils lisent en diagonale un peu rapidement. Donc, il faut que ça soit vraiment... les directives doivent être vraiment très précises, puis redondante, et souvent aussi, moi quand c'est pour les évaluations, je fais des rappels avec les nouvelles, ou avec le forum, ou par l'envoi d'un courriel. C'est bon. Avec l'enseignement à distance, on pense tout de suite au facteur humain. Y a-t-il quelque chose de particulier à gérer de ce côté-là? Oui. C'est comme un peu en présentiel. Les énormes groupes, c'est à éviter. Hein, mais il y en a. Moi, j'ai déjà eu des cours à distance, 450 personnes. C'est sûr que la relation humaine, la relation d'aide est plus difficile. Donc, souvent,
comment dirais-je, la communication n'est pas toujours facile. Par contre, il y a certains avantages. Si vous avez dans un auditorium de 200-250 personnes, peut-être c'est toujours les mains qui vont poser question, puis la personne qui est plus gênée, plus assise à l'arrière, elle n'osera pas poser une question. Par contre, à distance, elle va prendre le forum ou le courriel, puis elle ne gênera pas de poser une question. Donc ça, il y a des avantages, des désavantages. C'est sûr que ce qu'on n'a pas, c'est le feeling, excusez l'expression anglaise, là, mais en classe, quand on enseigne, des fois, on parle d'un concept, là, on se rend compte, là, on sait qu'ils n'ont pas compris. Puis on leur demande, puis ils vont dire « Oh, oui, oui, oui. » Mais finalement, quand on leur pose la vraie question, ils n'ont pas tout à fait compris. À distance, on n'a pas cette rétroaction immédiate-là. On l'a soit par les évaluations, ce qui est trop tard, ou soit par les gens qui vont poser des questions sur le forum, entre autres. C'est bon, excellent. Puis, dans ce contexte-là, tu parlais de ressources au départ. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'importance du soutien de l'institution universitaire elle-même? Bien, si on parle de l'Université Laval, il y a quand même un soutien, je dirais, assez important. Dans le sens qu'ils ont des équipes technopédagogues, des professionnels de l'enseignement pour soit les méthodes d'enseignement, les divers types d'évaluation d'apprentissage, des activités pédagogiques. Ça, il y a des équipes dans beaucoup de facultés, puis il y en a aussi centralisées dans un service. Ça nous aide énormément, évidemment. On nous aide aussi financièrement, comme chargé de cours, comme enseignant, un professeur, pour faire un cours à distance. Donc, prendre un cours en présentiel, le monter à distance. On nous offre en général, je pense, c'est une charge et quart de cours. C'est correct. Par contre, c'est comme un bloc. On dit c'est une charge et quart de cours au point de vue financier pour que tu puisses monter ton cours à distance. Dans bien des cours, c'est correct. Dans d'autres cours, ça devrait être beaucoup plus. C'est très difficile de quantifier le temps que ça prend. Moi, la seule chose que je sais, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Puis à un cours et quart de charge qu'on nous donne à peu près, je pense que c'est 175 heures là, de mémoire, bien, moi, je peux arriver parce que je suis habitué, puis je fais longtemps que j'enseigne, j'ai des cours qui ont été assez faciles pour moi d'adapter. Mais quelqu'un qui arrive, qui n'en a jamais fait ou qui a un nouveau cours, il n'arrive pas dans le temps, c'est impossible. C'est plus de temps qu'on puisse le penser. Mettons si on considère l'effort qu'on y met, puis quand on regarde le fait que c'est à distance, est-ce qu'il y a des considérations particulières qui deviennent par rapport à la propriété intellectuelle? Oui, bien ça c'est l'autre histoire, c'est que si moi je monte un cours, je suis payé pour monter le cours, bien, dans notre convention collective, on a le droit, par exemple, on a un droit de prestation, hein, d'un ou deux cours, là, j'oublie un petit peu la précision de la convention, mais après ça, un professeur pourrait le prendre, ou même un autre chargé de cours, par exemple, un chargé d'enseignement plus pointé, pourrait le prendre. Puis là, c'est là que ça devient un petit peu contraignant. On est tous des contractuels, puis je sais que je pourrais perdre mon cours dans peut-être une session, deux sessions, peut-être 3 sessions, mais il y a toujours un risque de le perdre. Et il y en a qui l'ont perdu. Alors quand tu mets beaucoup d'efforts pour monter un cours, tu vas le donner une fois, bien évidemment, la première fois, tu n'es pas toujours satisfait, tu vas le retravailler une deuxième fois, puis c'est comme un cours en présentiel. Tu dois faire des mises à jour constamment. Donc le danger, c'est que quelqu'un prenne ton cours, pendant 3-4 ans, il le donne, il ne fait pas de mise à jour, ou c'est le professeur qui le fait rouler comme ça avec des assistants, puis ben, ton cours, il ne devient plus ce qu'il était, ce que tu en avais pensé. Pourquoi tu l'avais conçu, en fait. Puis tu as travaillé, je dirais pas pour rien, mais tu as peut-être travaillé un peu pour d'autres. C'est bon, en tout cas, c'est clairement un enjeu là, dans la situation actuelle. Le cours ne t'appartient jamais à 100% comme un professeur. C'est ça. Puis ça, c'est dans tous nos cours parce qu'on est des contractuels. Puis il y a toujours un professeur qui théoriquement chapeaute le cours. Bon, j'imagine que la stabilité, disons, là, est à l'avantage de la qualité de l'enseignement à ce moment-là. Bien, c'est sûr que quand tu as plus de stabilité, il y a des chargés de cours comme moi qui sont stables depuis près de 30 ans maintenant. Je reste stable dans le sens que j'ai toujours des contrats. Je suis chargé d'enseignement dans des contrats à plus long terme. C'est sûr que j'ai un avantage par rapport à un contractuel à toutes les sessions. C'est bon. Ou qu'il n'y a pas d'ancienneté aussi, là. Je comprends. Bon, on les a abordés là, brièvement, mais évidemment, tout n'est pas rose là, avec l'enseignement à distance. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes ou enjeux qui viennent à l'esprit? Oui, bien, je parlais des groupes tout à l'heure. Bien, les grands groupes, là, souvent dans l'enseignement à distance, les groupes sont plus grands. Je vais te donner un exemple, Mathieu. Moi, j'ai 2 cours qu'une année sur 2, il est inverse. Une année, il est en présentiel, l'autre année à distance. Quand je suis en présentiel, j'ai 40-50 personnes, étudiantes,
pour ce cours-là. Quand je le donne à distance, étant donné qu'il n'y a pas de contrainte d'horaire techniquement, sauf pour les évaluations, je me ramasse à 90, 100, 150. Donc, mon approche n'est pas tout à fait la même. L'interaction n'est pas tout à fait la même. Donc, les plus grands groupes, puis je sais que dans d'autres cours, ça peut passer de 100 à 250. On a des exemples au département de géographie. L'autre affaire aussi, c'est il y a des conflits. Quand on a des cours en présentiel, on a des plages horaires fixes, puis en général, on donne nos évaluations, nos examens pendant ces plages horaires-là. Donc, l'étudiant qui est inscrit à ton cours, ben, pendant le jeudi après-midi, de midi à 3 heures, il est libéré de cours, il est dans ton cours. En fait, il n'est pas libéré, il est dans ton cours. L'enseignement à distance, quand on a des examens en présentiel, puis selon la politique de l'enseignement à distance, qui est suspendue à cause de la pandémie, on est obligé d'avoir une évaluation en présentiel, soit à l'Université Laval ou sur le territoire québécois. Là, il y a des lieux là, pour faire des évaluations à distance. Mais là, on se retrouve avec des horaires de soir et de fin de semaine. Et là, on peut avoir, étant donné que comme si on prend l'Université Laval, il y a beaucoup de cours en même temps qui sont des cours à distance. Donc, si un étudiant a 2 ou 3 cours à distance, voire plus, parce qu'on peut faire des programmes entièrement à distance, bien là, tu peux avoir des conflits d'horaires. Moi, la faculté, c'est moi qui gère, pour l'ensemble de la faculté, par les 3 départements, qui gèrent les cours à distance, en fait, l'horaire des examens des cours à distance en présentiel, pour m'assurer qu'au moins, dans un département, quand on a des cours interdépartementaux, qu'on n'ait pas de conflit d'horaire. Mais malgré ça, il y en a toujours des conflits d'horaire. Même malgré le fait que toi, tu as cette chance-là de pouvoir coordonner certaines choses. Oui, c'est ça. L'autre contrainte qu'il y a aussi, c'est que ceux qui ne sont pas à 100 km d'un lieu d'examen, donc par exemple, tu es à Toronto, tu es à Wavre-Saint-Pierre, ou tu es en France, bien, là, tu as le conflit du temps horaire. Si moi, mon examen est de 9h à midi, bien là, il va peut-être être là-bas en France dans la nuit, donc souvent on est obligé de jouer un petit peu là-dessus. Puis ceux qui ont des répondants. Les répondants, bien, c'est une personne que l'étudiant se trouve pour le superviser sur la bonne foi de la personne qui supervise. C'est bon, c'est bon. Maintenant, si on regarde ça d'un petit peu plus haut, est-ce que tu sens une différence dans la façon d'aborder l'enseignement à distance selon les générations? C'est-à-dire autant étudiants qu'enseignants, en fait. Ben, il y a des différences, mais je dirais qu'elle était un peu la même. Bon, pour ce qui est des enseignants, je prends encore l'exemple de l'Université Laval, la plupart des enseignants, que ce soit des professeurs, des chargés de cours, on a une certaine expérience. Si ce n'est pas de l'enseignement à distance, au moins on utilise le portail qui est le même outil pour l'enseignement à distance. Donc, on a un peu les pieds dedans, comme on dit. Les étudiants, la même chose pour ce qui est du portail. Ce qui a changé beaucoup avec le temps, je dirais, c'est que les étudiants ont de la difficulté à lire beaucoup. Donc, d'avoir des textes à lire de 25-50 pages par semaine, ça, c'est générationnel. Je pense pas que ce soit directement lié à l'enseignement à distance. C'est peut-être lié, par contre, au numérique. Donc, les étudiants sont habitués d'aller sur le numérique. Ils rentrent sur une page, ça prend 2-3 minutes, clac, ils changent de page. Mais quand on lit un texte de 25-30 pages pour qu'on ait booké un livre de 300 pages pour la session, ça ne fonctionne pas. Moi, dans mes cours aussi, j'ai beaucoup de notes de cours. Ce que j'ai en présentiel est transféré soit en vidéo, soit en notes de cours. Donc, ils doivent lire aussi les notes de cours parce que je ne le dis pas verbalement. Donc ça c'est un peu plus difficile peut-être pour eux autres. Je comprends. Excellent. Maintenant, si on regarde du côté mode de diffusion, bon, d'abord, comment on se démêle dans les différents modes de diffusion? Bien ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de modes de diffusion. Bon, il y a ce cours qu'on appelle présentiel standard, là, ça. On sait tous c'est quoi. On tente l'autre, on donne un cours. Il y a des cours présence hybride. Donc, techniquement, c'est que certains cours qui sont hybrides, soit qui sont complètement à la maison, qui sont en direct, ou en asynchrone, puis il y a certains cours qui sont en présence. Comme moi, j'ai un cours en ce moment, j'ai des cours qui sont présentiels, hybrides. Donc, quand je suis en classe, j'ai toujours des étudiants devant moi. J'ai à peu près le 3/4 de la classe qui est là, puis à peu près le quart qui me suit en direct sur Teams ou Zoom, une des plateformes. Trouves-tu ça plus facile d'avoir des gens devant toi en plus à distance ou c'est plus simple d'avoir tout le monde à distance? Non, j'aime mieux d'avoir en classe un peu. Quand je suis en synchrone comme ça, parce que souvent ceux à distance qui sont en mode synchrone, les caméras sont fermées. Donc, tu as un peu l'impression de prêcher dans le désert, excusez l'expression. Et puis pour revenir à la définition, c'est que aussi j'ai des cours en présence obligatoire.
Par exemple, moi, j'avais des laboratoires, j'avais aussi du terrain. En géographie, on fait du terrain. Donc, dans toute ma session, j'avais 7 ou 8 séances obligatoires en présence. Puis ça, c'est défini au début de la session. On a aussi des distances hybrides. Les distances hybrides, ça veut dire qu'il n'y a pas de présence en classe. Tout est en diffusion, tout est en direct, si on peut dire, mais tout le monde est à distance. Donc ça, c'est un autre mode, mais il n'y a pas d'obligation en présence. Ouais. Sauf peut-être pour les évaluations. On a aussi ce qu'on appelle des cours complètement à distance. Ce sont des cours autoportants. Il n'y a pas de présence en classe, il n'y a pas de diffusion synchrone, tout est en asynchrone. Donc si je fais une vidéo, il est déjà en asynchrone, donc j'ai déjà préparé mon vidéo à l'avance, mes notes de cours, tout est monté d'avance. Et puis la seule chose qui va être en présence, ça va être au minimum une évaluation ou 2 évaluations. Et on a aussi ce qu'on appelle le comodal. Le comodal, ça c'est un peu de tout. Donc, c'est l'étudiant ou l'étudiante choisit son mode. Donc moi, l'automne dernier, j'avais un cours en comodal. J'avais, par exemple, sur 50 étudiants, j'en avais, mettons, la moitié en classe, en présence avec moi. J'en avais, sur l'autre moitié, j'en avais le quart qui était présent en mode synchrone. Puis un autre quart, j'étais filmé et ce quart-là, cet autre quart-là, si on pouvait dire, et les autres aussi pouvaient aller revisionner un peu le cours. J'allais dire l'émission, mais plutôt le cours, la période de la séance. C'est bon, mais concrètement, là, avant que le cours se donne, à quel moment se fait le choix? L'unité? L'institution? L'enseignant? Ça, c'est bon. Quand c'est les bonne question. Quand c'est les professeurs en général, ils vont choisir. Moi, j'ai des enseignants, des professeurs qui se sont fait jouer un tour à cette session-ci. Ils ont eu un mode qu'ils ne pensaient pas que c'est... parce qu'ils ne connaissaient pas les subtilités entre les modes. Donc ça, c'est une chose. Parfois, le chargé de cours va se faire imposer. En fait, on va lui offrir le contrat, puis on lui dit, il est en présence, ou il est à distance, ou il est en mode synchrone, comodal. Tu as toujours le choix de le refuser. Mais si tu le refuses, tu n'as pas de contrat. Donc, et il y a des cours qu'on doit mettre absolument à distance. Parce que si tu as un certificat à distance, puis tu promets à tes étudiants, quand ils s'inscrivent, de le faire dans l'année universitaire, il faut que ces 10 cours-là passent dans l'année universitaire. Donc, l'institution, en fait, c'est pas tant l'institution que les départements, les unités qui vont promouvoir, malgré que pour répondre d'une façon indirecte à ta question, l'institution prône beaucoup les cours à distance depuis longtemps. On est devenu l'université au Canada, l'Université Laval, qui a le plus de cours à distance. Nous, en crédit cours, non pas en nombre de cours, mais en crédit cours, c'est à peu près 20 à 23% avant la pandémie qui était à distance. Et on avait dépassé autant la TELUC que la grande université à distance qu'il y avait au Canada, qui est une université anglophone, l'université d'Athabasca, qui est en Alberta. On l'a dépassé maintenant. Donc, on est rendu vraiment, au Canada, un leader dans l'enseignement à distance. Mais, et ça se continue aussi un peu. Ça ne s'est pas arrêté. L'université prône beaucoup ça, les départements. Nous, dans mon département, dans ma faculté, je dirais qu'on a atteint une certaine maturité, je dirais, pour ce qu'on veut développer. C'est bon, mais crois-tu qu'avec, par exemple, la possible baisse des contraintes liées à la pandémie, crois-tu qu'on va revenir à comment c'était avant? Je pense qu'on va revenir comment c'était avant, oui. Mais déjà, on en avait beaucoup d'enseignement à distance ou dans des différents types, là, le type hybride ou comodal ou peu importe, là, ça existait déjà. Je pense que les gens il va y avoir 2 types de personnes. Les personnes qui sont faites imposer de l'enseignement, ce qu'on appelait non présentiel, donc c'est de l'enseignement à distance catapulté en mars 2020 d'une façon très rapide, puis plus progressive, je dirais, à l'automne 2020 puis l'hiver 2021. Là, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, cette expérience-là, qui ne connaissaient pas ça, qui ne voudront peut-être pas en faire, ça va peut-être les barrer, ça va être répugnant pour eux autres, alors que d'autres hésitaient, puis qui ont connu ça. Ils l'ont fait d'une façon rapide, puis là maintenant, ils ont plus, dans la dernière année, ils sont un peu habitués. Moi, je pense qu'il va y avoir un peu des deux. Je pense que ça va progresser encore. Si je prends l'exemple de d'autres universités qui avaient peu d'enseignement à distance, mais qui voulaient en développer, tout le réseau de l'UQ, l'Université de Montréal, eh bien, ces gens-là, les institutions qui voulaient les développer, vont probablement profiter de la période pandémique pour relancer d'une façon plus formelle cet enseignement à distance-là. Puis déjà avant, on avait des discussions intersyndicales avec les autres syndicats de chargés de cours dans la province
pour justement voir un peu qu'est-ce qui se passe chez vous à Laval. Nous, ils veulent faire ça. Qu'est-ce qu'on doit. Les conventions, qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Parce qu'il y a des vides dans les conventions. À Laval, on est un petit peu mieux équipé dans notre convention, mais il reste encore du travail à faire à ce niveau-là. Mettons que ça, c'est pour la réalité de l'enseignement de l'institution universitaire, la réalité syndicale. Pour ce qui est des étudiants, crois-tu que l'enseignement à distance, avec le contexte de la pandémie, a pu permettre de joindre de nouvelles clientèles, peut-être des professionnels en reconversion? Oui, peut-être oui. L'enseignement à distance, surtout quand elle est autoportante, elle permet une flexibilité d'horaire beaucoup plus grande. Donc, mais même pour les étudiants qui sont campus, ben, la réalité étudiante aujourd'hui, moi, quand j'étais étudiant il y a quelques années, ceux qui travaillaient comme moi, une quinzaine d'heures par semaine, parce que j'étais indépendant, je ne restais plus chez mes parents, c'était rare. La plupart travaillaient à peu près pas, ou très peu. Aujourd'hui, un étudiant qui ne travaille pas à l'extérieur de l'université, ou à l'université, c'est rare. La plupart travaillent tous. Et ils aiment beaucoup avoir un cours à distance. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est ne pas choisir. Ce qu'ils veulent, c'est choisir. Et un étudiant de première année, première session qui arrive sur le campus, puis ses 5 cours sont à distance, ben, je pense pas que ce soit bon pour sa réussite puis pour son intégration universitaire. Puis on l'a vécu dans la dernière année, ça. Tant au collégial que dans le réseau universitaire québécois. Je pense que l'étudiant, ce qu'il veut, c'est avoir un choix. Puis peut-être un cours à distance par session, c'est parfait pour lui. Ça lui donne plus de liberté d'horaire. Puis il y en a qui vont en prendre 2 parce qu'ils ont plus de contraintes. Retour aux études, tu as une famille, tu travailles, tu as des enfants. Donc, pour ces gens-là, je pense que c'est important de pouvoir avoir un peu plus de flexibilité d'horaire. Irais-tu jusqu'à dire que cette espèce de variété de possibilités-là, dans le fond, peut même favoriser la réussite? Oui, en fait, contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas moins de réussite dans l'enseignement à distance. Il y a eu des études faites dans les dernières années, je parle tout ça avant la pandémie. Okay? Parce que moi, pour les cours qui ont été catapultés en 2 semaines dans un cours à distance, c'est pas un cours à distance, c'est un cours non présentiel. On faisait un cours à distance devant une caméra. Donc, pour moi, moi, c'est pas ça que je parle. Je parle des vrais cours à distance. Les études avant la pandémie, dans l'enseignement à distance, il y a plus d'abandon de cours au début de la session. Parce que l'étudiant se rend compte qu'un cours à distance, c'est pas comme... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est pas non plus un cours qui est facile. Il est difficile comme un cours en présentiel. Ce que dans les années 90, la réputation des cours à distance, c'était des cours faciles. C'est plus le cas. Ils ont les mêmes exigences, les mêmes difficultés. Puis des fois, l'étudiant ne se sent pas confortable avec ce qui est présenté. Donc, un petit peu plus d'abandon, mais ceux qui demeurent, il y a plus, sinon, autant. En fait, le chiffre, c'est un peu plus de réussite dans les cours à distance. Je vais te donner un exemple. Tu es dans un cours très théorique. L'enseignement à distance, la théorie est donnée en classe. Tu prends des notes, tu fais ton possible pour rien manquer. Tu vas poser des questions, tu en as manqué un peu. Si tu es à distance, la théorie, tu peux aller toute la revisionner, la relire. Donc, tu vas pouvoir revenir sur tes notes, puis réétudier par rapport à ce qui est déjà présent. Donc, il y a vraiment des avantages à avoir. Puis, il y a des gens qui ont de la difficulté à se concentrer 2-3 heures. On le sait, j'en ai parlé tout à l'heure. En général, nos cours à l'Université Laval, c'est 1h15, 1h20, 1h30, une pause, puis on fait un autre bloc. Après 1 heure, là, on les perd un peu. On le sait, pas tous, mais on en perd un peu. Dans un cours à distance, même s'il est filmé, ou en vidéo, ou que c'est des notes, tu peux arrêter. J'en fais une demi-heure, 1 heure, puis j'arrête, puis je recommence. Peut-être le lendemain, peut-être 1 heure après, peut-être après faire une marche dehors. Et ton enfant est là, tu veux t'en occuper un peu, c'est à la maison, donc il y a de la flexibilité quand c'est des cours autoportants. C'est bon, je vais me permettre d'étirer l'élastique un petit peu, oui. Peut-être que le jupon de mon opinion va dépasser, là, mais est-ce qu'on pourrait même dire que cette variété-là, si ça favorise la réussite, ça peut même favoriser la démocratisation de l'enseignement universitaire? Moi, je pense que oui. Et ça aide aussi. J'ai donné tantôt quelqu'un d'Adolphe Saint-Pierre. Moi, j'ai déjà eu des étudiants de villages du Nunavik, du Nunavut, dans les petits villages où on peut à peine se déplacer, si on peut dire, où on n'a pas la possibilité de se déplacer. C'est vrai, au Québec, le transport en commun entre les villages n'est pas tout le temps très présent. Donc, si vous restez en région, puis vous voulez aller à l'université, ben c'est pas facile de vous déplacer. Mais l'enseignement à distance, ça permet à des gens d'obtenir des diplômes, des formations, en restant dans des régions éloignées. Et ça, c'est vraiment... On rejoint un peu la raison d'être
du réseau de l'UQ, de l'université, du réseau des universités du Québec, qu'on retrouve partout en région. Ils sont dans des grandes villes, ils ne sont pas dans les villages. Puis des fois, le village, il peut être à 150 km de la grande ville, qui est une petite ville peut-être pour les gens de Montréal ou de Québec. Mais l'enseignement à distance, ça permet justement à ces gens-là qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Puis se déplacer, c'est des coûts quand tu es en région. C'est de louer un appartement, ou de dépenser des coûts de déplacement en essence et en temps. Donc oui, ça démocratise l'enseignement à distance, démocratise l'accès à l'éducation supérieure. Excellent. Mais avant de conclure, est-ce qu'il y aurait d'autres observations que tu voudrais nous partager? Bien, dans l'enseignement à distance, surtout quand on est en mode synchrone puis qu'on est sur des plateformes comme Zoom ou Teams, il y a toujours la crainte d'être filmé à son insu et que ça se retrouve sur les diverses plateformes Instagram de ce monde à notre insu. C'est interdit par le règlement universitaire. On peut le faire dans un cours en présentiel sans, comme moi, je m'en fâche souvent dans mes mots, je suis quelqu'un qui parle rapidement. Parce qu'on l'a déjà fait à mon insu, peut-être. On m'enregistre des fois parce qu'on me le demande. Des gens qui ont des accommodements ou qui n'ont pas d'accommodement puis qui ont de la difficulté à prendre des notes, je l'accepte. Mais ça, c'est une crainte que les gens ont. Quand c'est des cours autoportants, la crainte, que ce soit un chargé de cours ou un professeur, c'est de se faire piquer toutes ses notes. Puis moi, je sais qu'il y a des notes de mes cours qui sont retrouvées dans d'autres cours ailleurs au Canada, puis je ne nommerai pas les universités, et dans la province. Donc, il y a tout le temps cette crainte-là de se faire prendre son matériel pédagogique. Mais bon, il n'y a pas de risque zéro nulle part, je dirais. Effectivement. Ben, un gros merci, Guy. Merci beaucoup pour toutes ces informations, observations. J'espère que ça vous a plu. Récapitulation des conditions de succès de l'enseignement à distance. Donc, bonne journée nationale des chargés de cours, puis on espère le soutien de l'administration universitaire le plus grand possible. Merci. Merci, Mathieu. Merci à toi.